Alors aujourd'hui, c'est une product démo un peu spéciale puisqu'on va avoir non pas une product démo, mais deux product démo en une. Deux produits qui sont développés par Smart Chain. Et avant de griller toutes les étapes, on va commencer par une petite présentation. Mélissa, bienvenue. Merci de te prêter au petit exercice. On va avoir une demi-heure pour que tu nous fasses cette double présentation. Du coup, donc c'est un petit peu challenging par rapport à d'habitude. Et je te passe la parole. Est-ce que tu peux nous présenter Smart Chain en quelques mots, votre backstory, avant qu'on jump vraiment dans les démos? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Lucien, pour cette intro. Alors, je m'appelle Mélissa, je suis aujourd'hui consultante chez Smart Chain. J'ai rejoint Smart Chain en tant que product owner, où j'ai accompagné beaucoup de clients sur la partie delivery et beaucoup avec des développeurs. Aujourd'hui, je suis principalement montée sur de l'avant-vente, sur la partie plutôt sales et commerciale. Et pour la petite histoire, du coup, Smart Chain, on est aujourd'hui une agence d'innovation tech. On est une trentaine de personnes aujourd'hui qui travaillons chez Smart Chain avec 2 tiers de tech et 1 tiers d'équipe support métier qui est là pour accompagner les équipes. Donc, dans les équipes techniques, on a principalement des développeurs qui vont être des développeurs full stack, des développeurs smart contract. Donc là, on se focus principalement sur le vocabulaire du Web3. Donc, notre tiers de métier, on a été créé en... On va vulgariser un peu potentiellement parfois, mais vas-y. Donc, on s'est lancé en 2019. On était principalement, du coup, lancé autour de tout ce qui tourne autour de la blockchain. Donc, cette nouvelle technologie qui parle, du coup, principalement des cas d'usage autour des crypto-monnaies, des NFT ou du coup de tous ces buzzwords-là que vous avez pu entendre. Et aujourd'hui, on est principalement donc, sur à la fois de la blockchain, à la fois de l'intelligence artificielle, puisqu'on a eu beaucoup de développement d'expertise en interne sur ces sujets-là, et sur du développement web assez classique également. Donc, on a des développeurs qui sont sur ces différents sujets-là, soit spécialisés sur certaines blockchains en particulier, soit très globaux. On a vraiment l'ambition d'être multi-chain, donc de vraiment s'adapter à tous les types de blockchains possibles, même si forcément on va arriver assez régulièrement sur des clients qui veulent être sur le même écosystème. Et du coup, on a nos équipes techniques, on a des équipes de consultants qui sont là pour cadrer un petit peu tous les projets, accompagner sur des cadrages pour des clients qui peuvent être des startups ou des corporates. Et on a des équipes un petit peu plus transverses qui vont être du coup les chefs de projet, qui vont être les équipes UX/UI qui sont là pour définir le parcours utilisateur. Et du coup, on accompagne les clients de bout en bout entre le moment de la réflexion et la livraison du produit, voire même parfois sur toute la partie maintenance des serveurs si c'est nous qui décidons de le lancer chez nous. Nos deux produits. Donc, comme je vous ai dit, on fait à la fois du développement spécifique, mais à force d'avoir eu des demandes qui ont été assez répétitives de la part de nos clients, on a décidé de créer du coup des produits. Ça n'a pas été court pour tous les produits. Donc, pour Bloom, par exemple, ça a été plus d'1 an et demi de développement pour arriver vraiment à cette architecture produit. Même en ayant déjà développé pour des clients, du coup. Exactement. Vraiment, l'idée, là, c'est de se dire qu'on a une plateforme qu'on va avoir en marque blanche pour nos clients et qu'à partir du moment où un client vient nous demander de créer cette plateforme, on puisse la livrer en 6 semaines, donc directement live sur leur propre identité, leur propre branding et sur leur accompagné de services quand même. Exactement. D'accord. Ce qu'on appelle la partie paramétrage. Ok. Bon, je vais commencer peut-être par un des 2 produits, comme ça vous donnera Parfait. un peu plus de détails. Donc, le premier produit que je vais vous présenter s'appelle Bloom. Donc, Bloom, c'est une plateforme all-in-one qui permet de pouvoir lancer des collections de NFT sur le marché primaire et sur le marché secondaire. Donc, pour ce qu'on appelle le marché primaire, c'est aujourd'hui, je veux lancer une collection de NFT. Ça peut être pour différents types de cas d'usage. Je veux lancer ma collection. Ce qu'on appelle le marché primaire, c'est le lancement direct de la première collection. Donc, ma première collection, je décide d'aller faire ce qu'on appelle un mint, donc d'aller acheter un NFT directement en vente pour la première fois sur la marketplace. Et ensuite, le marché secondaire, c'est une fois que le NFT a déjà été acheté, soit par toi, soit par moi, ou soit par d'autres personnes, je peux décider d'aller l'acheter à une autre personne sur le marché secondaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle du coup le côté marketplace sur notre produit. Donc, dans l'idée, on peut avoir différents types de cas d'usage possibles. Aujourd'hui, on a des clients qui peuvent être dans le gaming, qui veulent lancer du coup des projets avec
avec un système de points et ces points vont être convertis en un certain nombre de NFT. Et du coup, ils peuvent avoir des NFT qui peuvent être soit des systèmes de points, soit ça peut être un profil. Donc, je vais décider d'avoir un petit NFT qui va représenter du coup mon personnage dans un jeu. Et en fait, si je veux revenir récupérer des rewards sur tout ça, eh ben, je peux l'avoir directement sur mon NFT. Je vois des petites questions qui disent qu'est-ce que c'est qu'un NFT. Un NFT, du coup, pour vulgariser, c'est ce qu'on appelle un non-fungible token. Donc, c'est un token qui est non fungible. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'échanger avec un autre NFT qui n'aura forcément pas la même valeur, même si aujourd'hui, on met sur Bloom deux NFT en vente. Chaque NFT est unique, ce qui veut dire qu'il va avoir une valeur qui lui sera propre. C'est comme si aujourd'hui, je le compare avec des tokens fongibles. Ça peut être, par exemple, un billet de 10 et un billet de 10. Si aujourd'hui, on échange nos deux billets de 10, ils ont exactement la même valeur, tandis que mon NFT et ton NFT n'auront pas forcément les mêmes valeurs parce qu'il peut y avoir plusieurs mécanismes qui vont faire que l'un peut avoir une valorisation qui soit plus élevée que l'autre, soit parce que j'ai fait des quêtes et que j'ai gagné des points et que du coup, mon NFT a plus de valeur, soit pour d'autres raisons qui peuvent être vraiment liées à un écosystème, en fait. Comme deux voitures, numéro de série 0001, alors plus, alors c'est le même modèle. Absolument, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, sur Bloom, on a des clients qui peuvent avoir des besoins très similaires, qui vont être finalement de lancer des collections de NFT, mais les cas d'usage vont être complètement différents. Je vais vous montrer un petit peu des exemples de marketplace qu'on a lancés ou qu'on est en train de développer pour des clients. On en a certains qui sont vraiment sur la partie gaming, comme je vous l'ai dit, certains qui sont dans l'immobilier, par exemple, qui veulent tokeniser un bien immobilier. Donc, ils vont se dire, OK, je prends mon immeuble, je veux le revendre, je vais couper mon immeuble en 100 parts, que je vais découper en 100 NFT. Et si tu veux investir pour acheter cet immeuble, tu peux acheter du coup 1 sur N de cet immeuble, donc 1 centième de cet immeuble, et ton NFT aura un certain prix fixe. Et à chaque fois que ce bien prendra de la valeur, ton NFT prendra de la valeur et tu peux décider de le revendre à d'autres personnes sur le marché secondaire. En fait, le marché secondaire, le principe, c'est de se dire, peut-être que je peux miser sur le fait que mon NFT plus tard prendra de la valeur. Donc, je vais décider de le mettre à un certain prix que certains décideront d'acheter ou pas. Et en fait, du coup, le prix se fait en fonction de l'offre et de la demande. C'est aussi simple que ça. Okay. Je pense qu'il faut qu'on montre quelque chose de visuel parce que sinon, ça va rester peut-être abstrait pour les gens. Carrément. Je vais partir du coup sur vraiment là le produit en marque blanche qu'on a. Donc ça, c'est vraiment la plateforme en marque blanche. J'imagine que vous la voyez désormais. Ouais. Donc l'idée ici, c'est de se dire que je peux ajouter mon logo, je peux ajouter ma charte graphique sur cette plateforme et que je vois ici toutes les collections qui sont en vente sur le marché primaire. Donc ici, si j'ai une première collection, je vois que actuellement, elle est live, donc je peux acheter un NFT sur cette plateforme. Que là, c'est une vente publique. Donc, on différencie les ventes privées qui sont uniquement sur ce qu'on appelle un système de whitelisting. Donc, en fait, c'est j'ai 100 personnes sur ma liste. Seulement ces 100 personnes pourront aller acheter un NFT. C'est une vente un petit peu exclusive et privée sur la marketplace. Et est-ce que je suis éligible ou pas à cette vente ? Éligible, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, par mesure de sécurité, on a beaucoup de clients qui nous demandent de faire ce qu'on appelle un KYC. Donc, le KYC, c'est qu'on va aller vérifier que l'identité de la personne est bien validée. Donc, on passe par un partenaire qui s'appelle Synapse, qui va aller reprendre une photo de votre visage pour vérifier que c'est bien vous qui êtes sur votre carte d'identité, qui va aller vous demander des petits documents pour aller certifier que, du coup, vous êtes bien la personne qui veut acheter ce NFT. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir paramétrer exactement ce qu'on veut pour ces collections. Donc aujourd'hui, j'ai ma collection. Et si je la vois apparaître ici, je vois le prix auquel elle a été vendue, là, le nombre de NFT maximum déjà qu'il peut y avoir dans cette vente, et en plus, le nombre de NFT maximum que moi, je peux acheter en tant qu'utilisateur. Il peut y avoir… ça peut être capé par l'utilisateur. Exactement. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir venir choisir le nombre de NFT qu'on veut avoir et les acheter directement ici, donc ce qu'on appelle le mint. Et ici, je peux les acheter soit directement en crypto-monnaie. Donc là, on est sur un environnement de test, donc c'est une fausse crypto-monnaie qui s'appelle le TT. OK. Et ici, du coup, soit on les achète directement en crypto-monnaie, soit on les achète en carte de crédit. Et là, on passe par un partenaire qui s'appelle Vert, qui a créé du coup un système de paiement
où on peut payer par carte bleue et recevoir directement le NFT sur notre portefeuille numérique, mais sans passer par la case crypto. Donc, en fait, c'est eux qui s'occupent directement de transférer et de changer ces euros ou ces dollars en crypto-monnaie, et ensuite, ils vous envoient le NFT directement sur votre portefeuille. Donc là, j'ai utilisé des termes un petit peu barbares. J'essaye d'apporter quelques compléments d'informations par chat. Notamment sur la partie portefeuille, du coup. Donc, ce que je ne vous ai pas expliqué, qui est du coup la base de la connexion à la plateforme, c'est qu'on peut se connecter, soit si on est déjà un utilisateur qui utilise le Web3 au quotidien, qui a ce qu'on appelle un wallet, donc ce portefeuille numérique, qui possède déjà des crypto-monnaies. Je peux me connecter directement avec mon wallet MetaMask ici. Le standard, on va dire, le wallet standard qui s'est imposé. Absolument. Et si je ne suis pas du tout un utilisateur Web3, si je suis monsieur et madame tout le monde qui ne connaît pas du tout la crypto-monnaie, qui ne veut pas du tout en entendre parler ou créer un wallet ou peu importe, je peux du coup me connecter avec ce qu'on appelle le social login, donc soit via son email, soit directement un accès facile avec Google. Et si je me connecte avec du coup mon compte Google, j'ai automatiquement un wallet qui s'est créé sans même que je m'en rende compte, qui est du coup associé directement à mon compte. Vous avez vraiment essayé d'ouvrir au grand public l'expérience NFT en abstrayant un petit peu tout ce qui est Web3, quoi. Absolument. L'idée, c'est vraiment de pouvoir cacher cette partie Web3 pour les utilisateurs pour qui ça peut être vraiment compliqué, et de garder vraiment les grands concepts de la blockchain, mais sans ajouter une partie un petit peu plus complexe sur la création d'un portefeuille, sur comment savoir comment interagir avec la blockchain. Et l'idée, c'est d'avoir son petit espace avec son compte, où là, je peux aller me créer mon petit profil. Je peux aller me mettre un nom d'utilisateur, une photo de profil. Je vois que j'ai un wallet qui s'est créé automatiquement. Donc ça, c'est le numéro de mon wallet. Si un jour on me le demande, je le vois apparaître ici. Et en fait, sur mon profil, je peux voir aussi directement tous les NFT que moi, je possède déjà ou que j'ai déjà achetés ou non, directement ici. Je peux voir mes activités. Est-ce que je suis allée demander à quelqu'un d'acheter son NFT et je lui ai fait une offre? Est-ce qu'on m'a fait une offre sur un NFT? L'idée, c'est vraiment de tout voir ici et de pouvoir paramétrer sa page profil un petit peu comme on veut, avec différentes informations sur son nom et son prénom si on veut le faire apparaître, sa description, ses réseaux sociaux, si on a envie du coup d'être reconnu. Anonyme. Oui, c'est ça. C'est un petit peu au choix de chacun. Donc, on peut choisir de changer la langue en français ou en anglais, ou selon les types de langues qui sont demandées par les clients. Et du coup, je vous ai présenté le marché primaire. Et le marché secondaire, c'est aujourd'hui, je vais aller voir les collections qui sont déjà existantes sur cette marketplace. Et je peux aller décider soit de le voir par collection, soit d'aller voir la liste de tous les NFT qu'il peut y avoir sur la plateforme, de trier, d'aller essayer de me dire, allez hop, ce NFT-là, j'aime beaucoup. Par qui est-ce qu'il est détenu? Par ce wallet-là. Si la personne avait mis son prénom ou son identifiant, j'aurais vu qu'il avait été détenu, par exemple ici, par Anna. Et je peux lui faire une offre si je veux acheter son NFT. Je peux voir un petit peu plus de description sur le NFT ou un petit peu plus d'informations de détails là qui sont un petit peu plus tournées autour de la technologie. Donc, sur quelle blockchain est-ce qu'est ce NFT? Quel standard de token est-ce que ça peut être? Donc là, ERC 721, c'est ce qu'on appelle les NFT. Mais les NFT, dans le langage technique, on appelle ça des ERC 721. Je vois l'identifiant de mon token, donc sur la blockchain. Donc, la blockchain, c'est un grand registre partagé sur lequel on peut voir absolument tout ce qui se passe sur ce grand registre. Donc, si aujourd'hui, moi, j'achète un NFT, dans ce grand registre, il y aura une nouvelle ligne qui va apparaître, qui va dire tel numéro de wallet, donc mon wallet, a acheté à telle date tel NFT, et voici le numéro, l'identifiant de ce NFT. Et en fait, le grand concept de la blockchain, c'est que à chaque fois qu'il va se passer une nouvelle chose, une nouvelle interaction avec ce grand livre, tout va se passer, donc bloc par bloc, un bloc après l'autre, l'information va être affichée ici. Et en fait, chaque bloc contient l'intégralité de ce qui s'est passé avant. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas modifier ce qui se passe sur la blockchain et qu'on a une vue sur tout ce qui s'est passé avant. Donc, on a l'antériorité
de toute la blockchain qui est là. Et ça permet vraiment d'avoir un registre qui soit transparent, ouvert à tous et non modifiable. Donc, c'est vraiment l'idée de la transparence. Il faudrait faire ça pour les voitures de collection, parce que c'est toujours compliqué. L'historique, là, on aurait l'historique disponible. Bon, après, ce serait potentiellement des profils anonymes derrière. On ne sait pas si les gens n'ont pas mis. J'avais une question précise, parce qu'au moment où on a vu un peu émerger toutes ces marketplaces, il y a eu un débat, c'était les marketplaces qui détenaient les assets, en fait. C'est-à-dire que toutes les informations étaient bien dans la blockchain, étaient bien donc, décentralisées, mais finalement, ces marketplaces restaient à une forme de centralisation en détenant les assets, notamment l'image là qu'on voit. Est-ce que c'est le cas chez vous Non, alors en fait, tout ce qui va se passer sur la blockchain, donc notamment toutes ces collections qu'on va créer, elles sont créées par une technologie qu'on appelle les smart contracts. Donc, c'est les contrats intelligents. Et en fait, les contrats sont directement publiés de manière open source. Donc, tout le monde peut y avoir accès, tout le monde peut voir de manière très ouverte, du coup, que tout est public et que rien n'appartient finalement à Bloom. Et finalement, ces images, elles sont stockées sur ce qu'on appelle IPFS. IPFS, c'est un grand registre distribué où en fait, elles ne sont pas stockées directement chez quelqu'un, mais stockées un petit peu sur plein de petits morceaux différents de personnes qui partagent ce réseau. Et l'idée, c'est d'aller chercher, du coup, nous, on va aller pointer vers l'image qui est sur IPFS pour faire apparaître l'image sur notre marketplace. Mais on ne la stocke pas directement sur notre marketplace. D'accord. On va vraiment aller à fond dans le concept. Voilà. Absolument, on va vraiment aller chercher toutes les informations sur la blockchain. Les seules informations que, du coup, qui sont stockées sur notre marketplace, c'est des informations très classiques, type le texte qu'on fait apparaître sur la collection, la description, les images et tout ce genre de choses qu'on demande à nos clients de nous fournir, l'image, les logos, etc. Du client pour les faire apparaître sur cette marketplace. D'accord. Il y aurait 1 milliard de questions, mais je sais qu'on a un autre produit à voir. Et j'ai noté 2-3 questions intéressantes. Quand je mets un petit point d'interrogation d'ailleurs dans le chat, c'est qu'on va les reprendre si on a le temps dans le Q&A. Ouais. Et peut-être avant de passer à l'autre produit, je peux vous montrer des exemples de ce à quoi ça ressemble. Donc là, c'est côté vraiment très… L'identité des clients Ouais, là, c'est Bloom. Mais si je partage cet onglet-là, que vous voyez sûrement, ici, c'est un client qui est dans le luxe des spiritueux. Donc, on voit vraiment la plateforme qui est complètement à son branding, avec ses images, avec tout ce qui va avec son univers à lui. On a également des clients qui l'utilisent en production, qui, eux, du coup, sont là plus sur de l'investissement sur des thématiques un petit peu plus climatiques. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir vraiment adapter notre produit à la charte graphique et l'écosystème de notre client. On en a un dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le gaming qui, lui, du coup, pareil, a fait adapter ça à son univers. Donc l'idée, c'est vraiment de voir que… on adapte complètement en fait la plateforme à la charte du client. L'idée, c'est vraiment qu'on ne voit pas que c'est une marketplace qui est en produit, mais que ce soit vraiment en marque blanche dans l'univers du client. Si je prends par exemple cette marketplace de ce client qui s'appelle Airable, là, on est vraiment sur le produit Bloom qui est utilisé par Airable. Mais si je vais sur son site airable.com, en fait, ça, c'est complètement son site. Donc, on a repris sa charte graphique et on ne voit pas que c'est… en fait, finalement, ça rentre dans la continuité de son produit. D'accord. Oui, vous avez fait le choix de ne pas partir en mode self-service où les gens changeraient juste les couleurs, le logo, mais que ce soit plutôt un outil de productivité pour votre équipe de développeurs qui ont un truc à 80% fait, il reste les 20% à chaque fois. C'est ça, absolument. Là, l'idée, c'est de se dire qu'à partir du moment où notre client veut venir sur Bloom, il y a 3 types de paramétrage qu'on fait. Donc, le premier, c'est de lui demander toute la partie design system, donc la charte graphique, les images, les logos, le wording, etc. La partie paramétrage des collections. Qu'est-ce que je veux sur ma collection? Combien de NFT? Quel type de NFT, etc. Et ensuite, quel type d'outils est-ce que je veux mettre en place? Est-ce que je veux le système de KYC dont on a parlé tout à l'heure pour vérifier son identité? Est-ce que je veux mettre uniquement une connexion crypto avec un wallet ou uniquement une connexion avec un email, par exemple, ou les deux? Qu'est-ce que je veux mettre exactement? Donc, tout ça, c'est vraiment paramétrable. Et l'idée, c'est vraiment de faire une plateforme sur mesure pour nos clients.
D'accord, ouais, ouais. Bah, écoute, et vous avez combien, si vous, je sais pas si vous communiquez ce chiffre, combien de clients aujourd'hui utilisent ou combien de transactions vous avez Ouais, aujourd'hui, on a 3 clients qui sont en production et on en a 5 qui sont en cours de développement pour passer en production. En tout cas, je comprends pourquoi vous n'avez pas fait en mode self-service. C'est quand même un peu quelque chose d'un peu technique. Vous auriez beaucoup de friction et peu de gens qui arriveraient au bout de l'implémentation, quoi. Ouais, et on aurait surtout beaucoup de retours. Par exemple, on aurait dû avoir une grosse équipe de CSM pour Tout le réussir à support. gérer Ouais. tout le support là. Et là, l'idée, c'est vraiment dans un premier temps de pouvoir nous accompagner aussi les clients qui veulent mettre ça en place. Et ensuite, si besoin, en tout cas dans la roadmap, on a prévu toute une brique où on permettrait aux utilisateurs de lancer leur propre collection. Donc, la roadmap du produit est encore très grande et ne va ne faire qu'évoluer. Mais en tout cas, là, c'est la version déjà à date de Bloom. Super, ok. Bah, écoute, très intéressant. Et je pense que ok, bah, nous, là, on aura bien votre solution en tête si on a des clients qui arrivent avec ce genre de demande. Super. Et du coup, on peut passer au deuxième. Le démo, je pense que les questions, on jonglera à la fin avec en fonction du temps qui reste. Ouais. La deuxième démo, du coup. Donc là, on part vraiment sur un produit qui s'appelle Secure. Donc là, le concept est beaucoup plus simple que celui qu'on a eu sur Bloom. L'idée, c'est de pouvoir sécuriser quelque chose sur la blockchain. Donc, je vous ai expliqué un petit peu comment fonctionnait la blockchain. Donc là, l'idée pour Secure, c'est d'aller, c'est une solution de certification sur la blockchain. Donc là, on va vraiment utiliser la technologie pour aller attester de l'antériorité d'un document et certifier son horodatage sur la blockchain. Donc, on peut avoir plusieurs cas d'usage. Notre premier client historique pour Secure, c'était la SACEM. La SACEM, à titre d'exemple, avait beaucoup d'artistes qui souhaitaient du coup sécuriser leur propriété intellectuelle des paroles de musique qu'ils allaient créer et qu'ils allaient du coup lancer eux commercialement. Et en fait, ils se rendaient compte que pour pouvoir se protéger en cas de litige, au cas où quelqu'un allait plagier les paroles de musique, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'envoyaient leurs paroles de musique en lettres recommandées avec accusé de réception directement chez eux. En fait, ils ouvraient jamais cette enveloppe en se disant que si un jour il y avait un litige, ils arriveraient au tribunal avec cette enveloppe fermée et que du coup, le sceau permettrait d'attester de l'antériorité du coup des paroles de musique. Quand on a échangé avec eux, on s'est rendu compte qu'en fait, la blockchain pouvait faciliter un petit peu cette partie-là et qu'en plus, le gros buzzword, c'était ça coûte beaucoup moins cher qu'une lettre recommandée avec accusé de réception. Et en fait, ce qu'on fait du coup pour la SACEM et finalement pour tous nos clients, c'est qu'on va aller prendre ce document-là, qu'on va aller hacher. Donc en fait, on va créer une empreinte numérique de ce document qui va être sous forme de chiffres et de lettres en continu. Et cette empreinte numérique, on va l'envoyer sur la blockchain dans une transaction où on aura du coup une preuve, une attestation qui dira à telle heure, à telle date, telle empreinte numérique a été envoyée sur la blockchain. Et en fait, plus tard, si jamais je veux aller vérifier que mon document a bien été envoyé sur la blockchain, j'ai juste à récupérer mon empreinte numérique, l'envoyer sur la blockchain et demander si cette empreinte numérique apparaît bien du coup dans ce grand registre. Et si on voit que cette empreinte apparaît et qu'on voit à quelle date et à quelle heure, on a finalement une preuve de l'antériorité de ce document, sans même que les personnes autour de moi puissent savoir de quel document il s'agit. Donc en fait, on garde cette espèce d'anonymité ou de non-divulgation du document qu'on a envie d'attester, mais on en garde la preuve fondamentale que ce document a bien été envoyé. Alors, j'ai loupé une étape du coup, mais comment vous attestez du contenu du document sans en avoir connaissance? Alors justement, ce que nous, on fait du coup techniquement, c'est qu'on envoie le contenu de ce document directement sur la blockchain. Par contre, on ne fait pas de check que ce document est bien certifié ou peu importe. Nous, ce qu'on envoie, c'est vraiment le document tel quel. Et le jour où il y a litige, par exemple, et qu'on arrive au tribunal, et ben là, en fait, on prend le document, on recrée l'empreinte numérique. En fait, on passe par un système qui forcément donnera toujours le même output.
Et en fait, on compare ce hash-là au hash qui est sur la blockchain. Et si c'est le même, c'est que c'est forcément le même document. Donc, en fait, la comparaison entre les deux empreintes numériques nous permet d'attester que celle-ci est bien réelle. Et donc ça se prête bien du coup au cas d'usage de ce que tu disais, paroles de chansons par exemple, parce que ça c'est relativement faisable du coup de tokeniser ça. Il y a des choses qui ne sont pas tokenisables si on voulait attester. On a souvent entendu parler du cas d'usage des médicaments par exemple. Je me suis toujours demandé moi, comment ça pouvait marcher dans le sens comment, comme le médicament c'est quelque chose de physique, autant un document ça peut être digitalisé, donc tokenisé complètement, mais un médicament quand même, par exemple. Alors, on sort un petit peu de ton produit, excuse-moi, mais je profite de t'avoir à disposition. Un médicament qui est par essence physique, comment, lui, on peut attester que c'est bien celui dont on a le timestamp, en fait, dans la blockchain? Alors, le médicament physique, donc là, ça va vraiment être un produit physique. Nous, on travaille avec, du coup, des produits qui sont numériques. Là, ça fait sens. Ouais, là, ça fait complètement sens. Mais effectivement, pour le produit qui va être physique, il faudrait trouver exactement un lien entre ce produit et une version numérique. On a par exemple un de nos clients qui fait, donc pour chaque, qui s'occupe du coup de faire du partage de clés entre certaines personnes. Donc par exemple, aujourd'hui, quand on prend des Airbnb, par exemple, on a des petits boîtiers avec des clés à l'intérieur qui du coup permettent d'entrer dans le logement. En fait, ce client qui utilise notre solution Secure, ce qu'il fait, c'est qu'il a un système interne, un système numérique qui lui permet de savoir quand est-ce que le code a été saisi et quand est-ce que le boîtier est ouvert ou fermé. En fait, ce qu'il fait, c'est que le code change à chaque fois qu'on passe d'un utilisateur à l'autre. Donc aujourd'hui, si c'est moi qui vais louer ton Airbnb, Lucien, je reçois un code unique. Donc je suis la seule personne qui reçoit ce code. Et en tapant ce code sur le boîtier, toi, tu reçois dans ton système d'information une notification qui te dit que je l'ai ouvert. Donc forcément, ça prouve de manière très tangible que c'est moi qui ai ouvert ce code parce que je suis la seule à avoir eu le code. Donc c'est moi la seule qui l'ai fait. Et en fait, en attestant du coup sur la blockchain que c'est bien moi qui l'ai ouvert, ça te permet de te prémunir d'une fraude, par exemple, si je te dis non, pas du tout, c'est pas moi qui ai récupéré. La blockchain est un espèce de système de confiance par rapport à une base de données où j'aurais enregistré ça que j'aurais pu falsifier. Exactement. Et là, c'est non falsifiable. On va vraiment chercher les informations via API. Donc, en fait, ce n'est pas un être humain qui va aller modifier la donnée, comme tu disais, à la mano et pouvoir modifier tout ça. C'est vraiment fait de manière très transparente et sécurisée. D'accord. Tu voulais montrer ton écran, c'est ça? Oui, j'ai partagé mon écran pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la plateforme. Ouais, ça se partage, après ça s'ajoute au flux, c'est pour ça. C'est en deux étapes. Ok, ça marche. Donc là, l'idée, c'est de voir du coup, donc là, c'est l'espace pour les clients pour aller voir tous les ancrages qu'ils ont fait. Donc, ce qu'on appelle un ancrage, c'est un dépôt de documents. Donc, l'idée, c'est d'aller pouvoir voir des informations classiques entre une certaine date et une autre date. Donc là, si je prends depuis le mois dernier jusqu'à aujourd'hui, j'ai effectué 3 demandes d'ancrage. Je peux voir à quelle date est-ce que je les ai réalisées, combien ont été validés. Si j'ai eu des incidents et que l'un n'est pas passé pour une raison technique, je le vois apparaître ici. Et je peux voir du coup un histogramme où je vois du coup mes demandes d'ancrage et je vois également leur statut. Est-ce qu'ils ont bien été ancrés ou pas? Et quel est finalement le statut de ma demande d'ancrage? On peut voir je vais faire un petit exemple tout à l'heure en allant déposer un document pour que vous puissiez le voir. Mais si je passe directement sur déposer un document. Donc là, je passe vraiment sur la partie je vais aller certifier mon document. Ici, je peux soit sélectionner un fichier en allant le chercher dans la liste directement sur mon ordinateur, soit aller glisser-déposer le document pour qu'on puisse le déposer. Donc là, j'ai déposé mon document. J'ai directement l'empreinte dont je vous ai parlé numérique qui apparaît ici. Je peux aller lui donner un nom, type Allegria. Donc ça, c'est vraiment le groupe que j'ai envie de créer si je veux aller retrouver plus facilement le document plus tard. Ça, c'est juste l'info qui est stockée sur votre plateforme, ce nom du groupe. Oui, l'idée, c'est sur la plateforme d'aller retrouver plus facilement du coup ces documents-là. Donc là, je vais déposer mon document et je vois du coup que le dépôt a été effectué et que l'ancrage va se réaliser sur la blockchain. Si je vais dans mon historique ici, je peux voir les différents états auxquels je fais partie les différents états pour arriver jusqu'à l'ancrage finalisé et à chaque fois, à quelle heure est-ce qu'on passe d'un état à l'autre. Donc là, c'est vraiment l'historique de toutes les demandes d'ancrage que j'ai réalisées entre cette date et cette date.
Si je prends par exemple une empreinte qui a été réalisée ici, donc je peux voir différentes informations, donc le hash, l'empreinte digitale que j'avais ici. Je peux voir sur quelle blockchain est-ce que ça a été ancré. Je peux récupérer le lien qui va m'envoyer vers un Explorer blockchain, donc c'est un registre sur lequel je vois apparaître toutes les données de la blockchain. Je peux aller voir la preuve d'horodatage ici. Et je peux voir du coup à quelle heure on est passé de chaque statut à un autre. Donc, vous voyez que ça prend à peu près 1 minute pour aller ancrer un document sur la blockchain Tezos. Donc là, peut-être que si je rafraîchis ma page, vous verrez que là, on est au statut de Verifying on-chain. Donc, ça veut dire que j'ai envoyé ma demande sur la blockchain. Ici, on est en train de tenter de l'envoyer sur la blockchain. Ici, on sait qu'on l'a envoyé. On est en train d'aller recevoir la preuve que ça a bien été envoyé. Et ensuite, si je reviens dessus à partir du moment où ça a été ancré, du coup, ce n'est pas encore le cas ici, mais du coup, vous verrez que ça passe en Verified on-chain quand on a bien la preuve de cet ancrage. Et je peux aller télécharger une preuve d'ancrage une fois que ça a été ancré pour certifier du coup du dépôt de mon document. Donc, j'ai l'empreinte numérique qui apparaît ici. Ici, je suis connecté avec un compte Smart Chain, mais ce serait le nom du client qui serait ici. Et le nom de l'explorateur blockchain qui est du coup ma preuve tangible sur la blockchain que ça a été bien ancré à une certaine date. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller voir où on en est sur nos demandes d'ancrage. Si j'ai remonté des tickets pour des incidents que j'ai remontés directement sur la blockchain, enfin sur notre application, pardon, pas sur la blockchain, je peux aller remonter les informations ici. Je peux aller voir où en sont mes différents tickets directement depuis mon espace. Et sinon, je peux tout simplement aller déposer un document ou vérifier un document en allant remettre du coup le document que j'ai envoyé ici. Et ça me dit si ça a bien été ancré ou pas. Donc là, celui-là a été ancré. Si j'en mets un autre que je n'ai pas ancré, et bien ici, on va me dire non, celui-là, il n'est pas ancré. Et en fait, ça me permet d'aller assez facilement récupérer les informations pour vérifier si ça a bien été le cas ou pas. Ok, c'est une solution élégante qui a beaucoup de cas d'usage, j'imagine. Oui, beaucoup de cas d'usage, principalement du coup sur soit la propriété intellectuelle, soit la supply chain ou différents cas d'usage où on pourrait avoir besoin d'aller prouver ou attester de l'antériorité d'un document ou d'un fait. On a par exemple des clients qui utilisent notre solution pour aller attester de leur code source de leur application. À chaque fois qu'ils font une modification sur leur application, ils vont aller ils vont aller prouver sur la blockchain que c'est bien eux qui l'ont fait. Comme ça, si jamais il y a une petite différence un jour, on saura que c'est bien eux ou alors que c'est pas eux qui ont fait cette modification-là. Si leur propriété intellectuelle se fait hacker, si quelqu'un copie leur site, par exemple, ou leur application, ils pourront prouver que c'est bien eux qui l'ont créé. D'accord. Tu as encore quelques minutes, on peut faire pour les questions? Ouais, j'ai encore 3-4 minutes. Allez, on les prend. Et juste pour embrayer sur Bloom, enfin pour finir, pardon, sur le second produit que Secure, Ouais. il y a une surcouche du coup de commercialisation dans le sens où on peut avoir des end users qu'on fait payer pour utiliser le service, des choses comme ça. Ouais. Pour la SACEM, par exemple, si vous allez sur un site qui s'appelle Music Start, vous verrez que leur solution, donc ils ont un dashboard exactement comme je vous l'ai montré qui s'appelle Music Start et ils utilisent notre solution uniquement pour la partie du coup smart contract, donc vraiment que pour la partie technique et ça peut être utilisé pour des utilisateurs finaux qu'on ne connaît pas. Ok. Parfait. Et alors, on va continuer sur Secure. J'ai relevé quelques questions. Une question sur Secure tout d'abord. Est-ce qu'il ne faut pas que la plateforme qui délivre ces attestations soit certifiée par un organisme reconnu? Parce qu'on a vu justement, tu nous as montré à l'écran, certificat international, je crois, ou quelque chose comme ça. Comment vous répondez à ce genre de questions, j'imagine, qui reviennent? Alors, on a travaillé du coup avec des experts juridiques qui du coup nous ont attesté de la preuve que pouvait avoir du coup un dépôt de documents sur la blockchain en tant que preuve vraiment légale. Et en fait, il y a différents types de hiérarchisation. Donc, on peut avoir donc la blockchain en tout cas a une preuve, a le même niveau de preuve que celui d'une signature électronique. Donc en fait, utiliser donc ce système-là depuis la blockchain, c'est vraiment certifié à ce niveau-là par
par la loi. Et en fait, du coup, on a bien échangé avec des avocats qui nous ont bien certifié que, en tout cas, de manière internationale, en tout cas, la preuve serait bien tangible dans un tribunal. Connu dans la cour. OK, parfait. Et j'avais noté 2 petites questions, j'étais limité en temps, sur Bloom. Alors, pour Bloom, première question, je pense, qui était, mais elle peut s'appliquer à Secure aussi, mais c'était, est-ce que vous êtes multi-blockchain? Donc, peut-être pour les 2 produits, tu peux nous répondre. Oui, alors pour Bloom, actuellement, on est uniquement sur les blockchains EVM. Donc, c'est des blockchains qui sont compatibles Ethereum. Donc, Ethereum, c'est une grande blockchain sur laquelle il peut y avoir plusieurs sous-couches. Donc, nous, tout ce qui va tourner autour de l'écosystème EVM, donc ça peut être par exemple Polygon, Arbitrum, pour ceux qui peuvent connaître différentes blockchains qui sont basées sur EVM. Actuellement, du coup, Bloom est compatible. Et donc, à date, c'est les seules blockchains sur lesquelles on est compatible. Et ensuite, on pense à le rendre multi-chain plus tard dans la roadmap. Et pour Secure, actuellement, on est du coup sur Tezos. Et l'architecture a déjà été pensée multi-chain. Et à la demande de chaque client, on peut basculer assez facilement sur d'autres blockchains. Qui sont plus adaptés à un cas d'usage qu'un autre pour des raisons de coût, j'imagine. Oui, on peut avoir soit une question de coût, soit de souveraineté. On a des clients qui veulent absolument une blockchain française, donc on va proposer Tezos. C'est par exemple le cas qu'on a eu pour notre produit. On a proposé directement Tezos parce que c'était une blockchain française et qu'en termes de souveraineté, c'était du coup plus adapté à certains clients. Et aujourd'hui, du coup, pour une histoire de frais de gaz, on passe parfois on peut passer par d'autres blockchains ou alors par d'autres sous-couches pour avoir du coup des frais de transaction qui seront plus bas ou des frais par la blockchain qui seront moins élevés pour nos utilisateurs. D'accord. Je crois que c'était une des remarques, questions d'Ismaël qui a posé des questions assez pointues. D'ailleurs, merci pour tout ça. Tout le long. Donc là, on s'adapte vraiment aux demandes de nos clients pour proposer les différentes blockchains. On essaye de les conseiller un petit peu sur différentes blockchains. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre aujourd'hui, je pourrais laisser mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter. Et te le demander en un petit peu plus pointu. C'est parfait. Et du coup, pour conclure sur cet aspect coût, votre modèle de rémunération, que ce soit finalement sur Bloom ou sur Secure, c'est des frais de transaction que vous prenez en sus? Alors, pour les 2 modèles, on est toujours sur un premier coût d'upfront, ce qu'on appelle les coûts d'intégration. Là, ça va être toute la partie paramétrage dont on a parlé jusqu'au lancement. Et ensuite, on a un prix récurrent du coup mensuel pour l'utilisation. Donc, pas de frais de transaction? Non, on n'est pas sur des frais de transaction. On peut s'adapter en fonction de certaines demandes de clients si certains préfèrent passer sur un modèle plus autour des frais de transaction. Aujourd'hui, on ne le propose pas. Aujourd'hui, on est vraiment sur de l'upfront et sur du récurrent. Donc, pour Bloom, on est à 20 000 € de frais d'intégration et ensuite 5 000 € de frais récurrents pour toute la partie run de la plateforme. Et pour Secure, on est à 3 000 € par mois ou par an? Par mois. Et pour Secure, on est à 3 000 € de frais d'intégration et on est à 1 000 € par mois de frais récurrents. Ok, très bien. Donc, on va dire, même, vous avez du coup, à ces prix-là, il y a quand même des startups aussi qui peuvent réussir à se le payer. Ça peut faire sens pour eux financièrement. Oui, absolument. Absolument. Ok, écoute, super, super démo. Alors il y a beaucoup de vocabulaire évidemment lié au Web3, mais une fois qu'on décrypte un peu tout ça, c'était très accessible. Donc merci beaucoup. C'est des produits en plus assez sympas parce qu'ils sont consumer, un petit peu, en tout cas end user. On pourrait les utiliser nous, en tout cas. Donc très sympa. Merci beaucoup. Et donc tu peux nous laisser où les gens te trouvent facilement, j'imagine, sur LinkedIn ou quoi, si ça a fait tilt pour eux et que c'est un cas d'usage où ils pourraient potentiellement s'intéresser aux produits de Smart Chain. Ouais, et est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit teasing sur le prochain produit que vous allez développer qui est dans les cartons? Alors, sur du produit, pour l'instant, on est principalement focalisé sur ces 2 produits-là. Donc, il faut savoir que pour faire évoluer un produit, on récolte beaucoup de feedback de nos utilisateurs. On essaie vraiment de faire en sorte de les développer au maximum. Donc là, pour l'instant, on est vraiment focalisé sur ces 2 produits-là, en tout cas au moins pour cette année. Et sinon, on fait beaucoup de développement spécifique aussi. On a à la fois cette partie produit, mais aussi développement spécifique. Donc, on intervient sur du développement soit très Web3, donc très blockchain avec des smart contracts. On peut avoir une étude de cadrage sur ce qu'on appelle la tokenomics. Donc ça, c'est l'économie des tokens
les flux financiers qu'il peut y avoir. Est-ce qu'on favorise plutôt de faire un token, plutôt un NFT? Comment est-ce qu'on crée de la valeur dans un système économique pour ces utilisateurs? Donc, on a beaucoup d'accompagnement sur mesure sur du cadrage, mais aussi sur du développement spécifique, que ce soit avec de la blockchain, que ce soit juste du développement web avec des développeurs full stack, ou que ce soit du coup sur de l'intelligence artificielle, parce qu'on a du coup beaucoup d'experts aussi en interne qui font des POC sur de l'IA, que ce soit sur du chatbot conversationnel, que ce soit sur la reconnaissance d'objets ou autre. Donc, c'est une expertise qu'on a développée également chez SmartChain. Ok, bah écoute, super. J'ai mis les liens des sites des deux produits pour que les gens puissent creuser plus s'ils veulent. Merci beaucoup, Mélissa. Je pense qu'on va te laisser filer au déjeuner, sinon tu vas louper ton rendez-vous déjeuner. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn s'il y a besoin ou sur mon adresse mail, c'est melissa.dsd@smart-chain.fr. Parfait. Merci encore, Mélissa. Bon appétit à tous. Salut. Au revoir.